Donc, en quoi la science-fiction serait-elle un outil de médiation? Quand Dominique Retourné m'a lancé le défi d'une réflexion sur la science-fiction comme possible outil de médiation, j'ai eu un double mouvement intérieur. Suivre son intention qui faisait sens pour moi, mais me dire quand même Dominique, dans quoi tu m'embarques? Car les questions pratiques et théoriques qui se posent pour les auteurs de science-fiction sont rarement en de tels termes. Et je suis gré à Dominique de m'avoir mise à bord de cette aventure. Un grand merci Dominique. Donc pour me présenter, je suis coach, consultante, créatrice, co-créatrice du sylvomimétisme, une approche s'inspirant du fonctionnement des arbres et de la forêt pour explorer les dynamiques de coopération, d'exploration dans les entreprises. Et je suis aussi auteure de romans et de nouvelles, principalement de science-fiction et plus précisément d'éco-fiction. Alors je vais expliquer ce que sont les éco-fictions. En fait, les éco-fictions montrent des transitions du monde par rapport à l'influence du changement climatique et des évolutions de la technostructure, donc ce qui comprend tout ce qui est l'évolution du digital et du numérique. J'écris aussi des dystopies, c'est-à-dire des histoires décrivant un avenir le plus souvent sombre, mais aussi des ouvertures vers des solutions. Et mon dernier roman a été publié en ce début d'année par les éditions Ex Aequo. Ce roman s'intitule Monasphère et se déroule en 2118 dans 2 lieux qui s'ignorent en raison d'une épaisse pollution. D'un côté du fleuve du Saint-Laurent, Montréal, ville où domine le divertissement par le jeu, et sur une île face à Montréal se trouve Monasphère, une biosphère expérimentale dont les règles du jeu sont devenues les règles de vie et dont les réserves vitales pour se nourrir, se chauffer, s'habiller, se protéger, se soigner viennent à s'épuiser en raison d'une maladie inconnue. Et je vous propose de cheminer maintenant ensemble pendant une vingtaine de minutes sur ce sujet de la médiation et de la science-fiction. Je vais procéder de la manière suivante. Dans un premier temps, je vais définir ce que j'entends par médiation et par science-fiction. Ensuite, je vais situer ce genre littéraire dans son histoire et qualifier les problématiques contemporaines qu'il explore. Ensuite, pas à pas, je vais partir de 3 points clés venant de la médiation, à savoir premièrement le conflit, deuxièmement le processus et troisièmement le tiers, pour éclairer en quoi la science-fiction serait un outil de médiation. Alors, des définitions de la médiation, j'ai retenu 3 dimensions. L'intention de la médiation. La médiation vise à rétablir la relation entre les parties et à trouver la solution aux conflits personnels, institutionnels, étatiques qu'elles vivent. Le processus de la médiation, il est structuré par la recherche d'un accord en vue d'une résolution à l'amiable. Le rôle du médiateur, c'est un tiers dont les qualités premières sont la probité, l'indépendance et le sens de l'écoute. Donc, après avoir défini ces 3 dimensions de la médiation, je vous propose maintenant de définir la science-fiction. Alors, la science-fiction, c'est un genre littéraire qui suit des lignes de fuite vers nos futurs possibles. J'entends par ligne de fuite le fait qu'à partir d'une situation actuelle, par exemple la télé-réalité, se poser la question suivante: que se passerait-il si un jeu écologique de télé-réalité était tombé dans l'oubli et que 100 ans plus tard, un inconnu rentre dans ce jeu? Quel chemin ont parcouru en 100 ans les protagonistes de ce jeu? Donc ça, c'est vraiment, j'ai un point du présent, la télé-réalité, et on tire au maximum la ligne de fuite de ce futur possible. Quelle est l'intention de la science-fiction? La science-fiction vise à établir ou rétablir un lien entre le passé, le présent et le futur, et explorer des explorer des solutions à des questions cruciales, qu'elles soient écologiques, techniques, économiques, sociétales, politiques et éthiques. La science-fiction a un processus qui, comme dans toute littérature, est l'acte de lecture, comme rencontre entre un texte et son lecteur. C'est-à-dire que le lecteur, vous et moi, nous avons notre histoire de vie, nous vivons dans un pays donné, nous avons un âge donné,
et nous rencontrons un texte qui lui-même a son propre monde, et en l'occurrence, dans le cas de mon roman, c'est à Montréal en 2118. Donc, je venais de parler de l'intention de la science-fiction qui est d'établir ou rétablir un lien entre passé, présent et futur, et j'en étais au processus et cette question d'acte de lecture. Acte lecture comme rencontre entre le texte et le lecteur. Et la spécificité de la science-fiction, c'est de provoquer de manière forte une sensation d'étrangeté qui permet de faire un pas de côté par rapport à notre monde quotidien et de libérer des résolutions par l'imaginaire et qui sera vecteur par la suite de possibles mises en pratique. Ça, c'est pour le processus de la science-fiction. Et le rôle de la science-fiction, c'est celui d'un tiers, parce que c'est une proposition d'un monde tiers inédit pour le système habituel et quotidien du lecteur, et dans certains cas même d'une communauté de lecteurs, comme autour de l'œuvre de Damasio. Le roman de science-fiction a des qualités de débloquer les champs du possible, de rendre visibles des capacités humaines, dangereuses ou non, de tester à bas coût, lire un livre, des solutions inédites, ou bien des voies déjà là, mais qui dans leur ligne de fuite se révèlent catastrophiques ou au minimum convoquent des transitions de mode de vie. Après avoir partagé avec vous mon parti pris de définition, de médiation et de science-fiction, je vous propose de situer la science-fiction rapidement dans son histoire. Aux origines de la science-fiction, nous trouvons des utopies des XVIe et XVIIIe siècles avec Thomas More, Rabelais et Voltaire. C'était des matières à explorer d'autres manières de voir la gouvernance, d'interroger l'époque par des récits épiques d'un monde imaginaire. Et l'appellation de science-fiction apparaît avec les sciences appliquées, la technique au XIXe siècle pour nommer les œuvres de Jules Verne et de Wells. Et la science-fiction se distingue de la prospective qui scénarise un futur possible, mais sans dimension narrative forte, complexe et émotionnelle. Et elle se distingue aussi d'une prédiction très ciblée. La science-fiction élabore un monde dans son entièreté en intégrant des dimensions sociologiques, anthropologiques, cybernétiques, de nanotechnologie, d'énergie. Et son impulsion naît de un « et si ». Et actuellement, les enjeux principaux sont ceux de l'habitabilité de la planète Terre. Comment nous habitons la Terre? Et les « et si » sont d'une très grande variété. Je vais vous donner quelques exemples de ces « et si ». Et si nous étions contraints à vivre dans une grande frugalité, donc avec l'immense richesse que nous avons en Occident, et dans une low-tech, donc pas de la 5G, de la 6G, rien. Quelle incidence sur le rapport entre les riches et les pauvres? Comment se prendraient les décisions? Quelles seraient les lois qui régiraient la société? Un autre « et si ». Et si les machines intelligentes vivaient en harmonie et à égalité avec les êtres humains, et que la culture était celle de l'harmonie? Quelles seraient les armes de cette civilisation pour se protéger? Et si les villes étaient totalement sans voiture, sans camion, quelles en seraient les implications sur nos modes de vie, sur les infrastructures des villes, sur l'autonomie alimentaire? Encore un autre « et si ». Et si les machines géraient à notre place l'équilibre écologique de la planète? Quelles seraient les conditions de surveillance des humains pour qu'ils s'y contraignent? Qui contrôlerait les machines? Sur quels principes? Et si la santé était accaparée par l'industrie pharmaceutique associée au GAFA et que seule une extrême minorité de riches pouvait se soigner? Quelles alternatives pour la majorité de la population pauvre sans couverture sociale? Vendre leur corps pour les essais cliniques? Et si la société de spectacle était devenue dominante? Quels effets sur la proactivité des citoyens et leur capacité à penser? Après ces quelques exemples de « et si »,
impulsion de lignes de fuite vers des futurs possibles, je propose de poursuivre notre cheminement et de déplier plus avant notre question de départ. En quoi la science-fiction serait-elle un outil de médiation? Et je vais commencer par citer un politologue, philosophe et expert de la science-fiction qui s'appelle Yannick Rumpala et qui a écrit un essai brillant s'intitulant Hors des décombres, écologie, science-fiction et éthique du futur. Et je le cite. Face aux multiples et continuelles transformations du monde, individus et collectifs humains restent en effet face à une difficulté. L'appréhension de ce monde n'est pas accessible directement sans médiation. Je précise que ces formations aujourd'hui qui nous posent problème sont, alors je les cite pas toutes, mais je me suis dit que c'était intéressant d'éclaircir ça, c'est le haut degré d'incertitude. La crise sanitaire nous met le doigt dessus. La perception mondialisée des dangers. La perception de points de non-retour par rapport au bouleversement climatique. Des croyances dans une technologie salvatrice ou à l'opposé de croyances d'une nécessaire frugalité technique. Toutes ces difficultés sont telles que nous nous rendons à l'évidence que nos équipements intellectuels sont très vite dépassés ou menacés d'obsolescence par leur manque de validité réelle ou par le discrédit des réalités alternatives ou des fake news. Je continue à citer, je cite à nouveau Yannick Rumpala. Aucun changement social n'intervient sans qu'il y ait une médiation par la culture. En tant qu'auteur de science-fiction, la médiation par la culture entre le futur et le présent est l'objet même de mon travail. Dans mon travail d'auteur de science-fiction, j'établis et je rétablis la relation entre un futur possible et le présent pour explorer des solutions qui pourront influencer des réflexions éthiques, des décisions sociétales à prendre aujourd'hui. Alors c'est pour explorer des solutions ou parfois des solutions vers lesquelles il ne faut surtout pas aller quand c'est des dystopies. Établir et rétablir la relation entre un soi potentialisé, ce qu'on peut s'identifier au personnage, se dire moi qu'est-ce que je ferais dans cette situation-là. Donc entre un soi potentialisé et le présent pour explorer sa propre transposition possible. Qui deviendrais-je dans telle ou telle situation? Est-ce que vivre dans telle condition est désirable et éthique pour moi? J'ai en tête un exemple qui est The Road. Peut-être certains d'entre vous, vous avez lu ou vu le film La Route, The Road, où l'enjeu éthique, après une catastrophe non définie, c'est devenir cannibale ou ne pas devenir cannibale pour sa survie. Okay? Qui deviendrais-je dans telle ou telle situation? Est-ce que vivre dans telle condition est désirable et éthique pour moi? Comment agir individuellement et en groupe dès aujourd'hui pour ne pas me mettre dans cette situation? Toujours en tant qu'auteur de science-fiction médiation par la culture entre le futur et le présent, c'est aussi établir et rétablir la relation entre soi et le changement pour explorer sa propre capacité à vivre une transition. Et comment la science-fiction m'aide à me projeter dans des étapes vivables de transition. Qu'est-ce qui est inconfortable pour moi? Quelles sont mes capacités insoupçonnées pour agir autrement? Donc là, je viens de parler d'un aspect qui est vraiment de quoi il s'agit par rapport à cette médiation culturelle de la science-fiction. Et je vais passer au point du conflit, qui est un sujet très important dans la médiation. Et la science-fiction, effectivement, traite de conflits. Et elle traite de deux types de conflits. Le premier type de conflit, il est entre deux générations. Nous, et en fonction de la temporalité du récit, nos arrière-petits-enfants ou nos lointains descendants. Comme si nous rassemblions dans une seule pièce, nous, maintenant, en mai 2021, et notre descendance, et que le conflit, l'opposition se situerait sur les modes de vie, la planète héritée par les descendants et notre responsabilité par rapport à cet héritage, mais qu'on serait rassemblés dans la même pièce. Parce
que le lecteur est en 2021 et lit une histoire qui se passe dans un lointain passé. L'autre type de conflit est sur la place de l'humain et sa manière d'habiter la Terre. Donc là, c'est un conflit qui est dans le contenu des récits de science-fiction, mais qui nous concerne tous. Je vois aussi dans mon métier de coach combien à certains moments, sur des sujets que je vais évoquer là, les gens sont touchés. Aujourd'hui, maintenant. Il y a un enjeu autour de la puissance, de la toute-puissance et de l'impuissance. Aujourd'hui, sur la question de la toute-puissance, il y a des scientifiques qui travaillent sur moyen de lutter contre le réchauffement climatique. On va modifier le climat et on va modifier l'atmosphère. On va envoyer dans l'espace des moyens de changer tout notre équilibre et puis on va modifier l'atmosphère. Okay. Mais à côté de ça, il y a une dimension d'impuissance qu'on vit chacun d'entre nous à certains moments en se disant mais à quoi trier les déchets va changer quelque chose au réchauffement climatique. Donc on se trouve coincé entre des propos scientifiques qui ont des allures de toute puissance et nous, citoyens, chez nous, à la maison, en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Les récits de science-fiction traitent aussi de questions, on est toujours sur de la puissance et de l'impuissance, c'est la question des humains augmentés par les machines et la génétique, et la question des humains jetables dans les zones du dehors, hors de l'économie, hors du soin, hors de la technologie, qui provoque une coupure vis-à-vis du reste du monde. C'est également un des enjeux de grande tension qui est traité dans le contenu de la science-fiction. Un troisième, j'en ai 4 en tout sur ces dimensions-là de conflit. Il y a les humains coupés de la nature dans les mégapoles. Une partie des récits de science-fiction, si vous aimez Philippe K. Dick et que vous aimez la transcription dans Blade Runner, on est dans une situation de mégapole avec un enjeu de machines et d'augmentation avec ça y est, leur nom m'échappe, c'est pas les mutants, mais peu importe. Et les humains jetables, et les humains terrestres, je suis dans les humains coupés de la nature dans les mégapoles, et les humains terrestres recherchant un agencement de relations avec la biosphère, comprenant tous les êtres humains. C'est comment je m'allie avec les végétaux, avec les animaux, et comment je respecte cette biosphère. Et c'est assez difficile de le faire quand on vit dans des mégapoles. Le quatrième type de conflit, c'est... alors là, on est vraiment dans l'imaginaire, mais c'est ce qu'on est en train d'essayer de commencer à faire avec Mars, avec les programmes d'Elon Musk. C'est les humains colonisateurs de l'univers. Mais les humains, peut-être, sont juste des participants annexes de l'univers et que peut-être nous serons colonisés par des extraterrestres. Donc, ces enjeux sont également traités dans les ouvrages de science-fiction. Alors maintenant, pour poursuivre l'analogie entre médiation et science-fiction, je vais creuser la question en quoi la science-fiction est un processus de recherche de solutions, puisque la médiation, c'est un processus de recherche de solutions à l'amiable. Alors, le premier temps est un processus d'écriture de science-fiction. Et il a comme particularité de requérir à la fois un matériau de recherche et de connaissance, des innovations naissantes, des capacités d'imaginaire, tout en contenant une cohérence systémique et complexe, et un procédé déclenché par le « et si » tourné vers le futur. Le deuxième temps, c'est le processus qui est niché à l'intérieur du tissu même du texte, du roman. Le potentiel offert par le texte d'un effet de distanciation cognitive et d'étrangeté des mondes. Et les œuvres de science-fiction sont des œuvres ouvertes qui laissent une grande place au lecteur, par ailleurs, une place où il y a à la fois de l'inconfort et du plaisir du jeu. Mais très souvent, un roman de science-fiction, il y a des moments où on se dit mais où est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a l'appréhension parfois d'un nouveau langage dans ce monde-là, et les codes de vie, le quotidien est proche, mais en même temps n'est pas le nôtre. Okay. Donc ça ressemble et ce n'est pas la même chose. Et ça, c'est très intéressant, c'est très stimulant, cette dimension d'inconfort.
Le troisième temps, c'est le processus de l'acte de lecture, donc par le lecteur, donc son mode quotidien, ses représentations mentales, ses croyances, son histoire de vie, son histoire transgénérationnelle, va se confronter au monde inédit ouvert par le texte. Et cet acte de lecture va provoquer des effets réflexifs pour le lecteur et parfois d'infléchissement des croyances et des modes de vie. Comme cela se produit au moment de rencontrer quelqu'un. Dans une vie, certaines rencontres nous marquent plus que d'autres. Après la rencontre de certaines personnes, on modifie son mode de vie. Parfois même, on change de vie parce qu'il y a un déclencheur par rapport à quelque chose qui était déjà là en émergence. Et c'est pareil dans un texte, parfois les textes provoquent aussi une rencontre plus forte parce que ce monde-là nous marque. Donc la recherche de solutions produites par la science-fiction, c'est un processus à 3 temps, l'acte d'écrire, l'œuvre ouverte et l'acte de lecture. Le dernier point de l'analogie avec la médiation est la question du tiers. En quoi l'auteur de science-fiction peut être considéré comme un genre particulier de médiateur ? Alors, j'avais qualifié 3 qualités. Il y avait l'indépendance, il y avait la probité et l'écoute. Alors, tout d'abord, son indépendance. L'auteur de science-fiction est un écrivain, un artiste, offrant sa singularité de vision du monde. Pour autant, son indépendance connaît 2 limites. Par exemple, les armées américaines et l'armée française commandent des récits de science-fiction à des auteurs de renom pour anticiper les guerres de demain. Certains auteurs sont des militants. Par exemple, le genre du solarpunk donne à lire des récits où le SI est uniquement tourné vers les énergies dites alternatives. Donc si la préface et la bio de l'auteur explicitent les conditions de commande, les billets de militants, la commande de l'armée, le lecteur s'en trouve averti, on retrouve de la clarté. Ensuite, le sens de l'écoute de l'auteur de science-fiction. De manière générale, ils ont des connaissances scientifiques, anthropologiques, sociologiques, politiques et écologiques. Et ils sont vigilants aux signaux faibles à l'écoute de la société. Et enfin, par rapport à la question de la probité, un auteur de science-fiction, s'il veut avoir des lecteurs, est obligé d'avoir une probité de cohérence intellectuelle. Si son texte n'est pas vraisemblable, ni cohérent, le lecteur abandonne le livre. C'est juste pas possible, c'est à lire. Notre cheminement arrive vers sa fin temporaire et nous concerne chacun de nous en tant que lecteur. En quoi nous, lecteurs, pourrions-nous être le lieu de la résolution des conflits portés par un récit de science-fiction ? Alors j'ai parlé plus haut de l'analogie entre la rencontre du texte et du lecteur et celle entre 2 personnes. J'affectionne une citation du philosophe Paul Ricoeur, le plus court chemin de soi à soi, c'est l'autre, et j'y rajoute volontiers et le livre. Le lecteur est lui-même un lieu de résolution des conflits portés entre le futur et le présent, d'autant plus quand ce monde est dérangeant et comme dans les dystopies non désirables. Il s'agit là d'une confrontation fertile entre le monde du lecteur et le monde du texte qui pose au lecteur des questions de responsabilité, des questions éthiques. Le philosophe Hans Jonas, quand il parle d'éthique du futur, précise une éthique d'aujourd'hui qui se soucie de l'avenir et entend le protéger pour nos descendants des conséquences de nos actions présentes. En résumé, les explorations de la science-fiction permettent de réaliser un postulat du philosophe Günther Anders. Élargis les limites de ton imagination pour savoir ce que tu fais. En conclusion, en quoi la science-fiction serait-elle un outil de médiation ? La question posée par Dominique m'a rappelé avec intensité que nous autres humains avons besoin d'artefacts pour vivre, qu'ils soient des objets, des symboles, des personnes, ils sont des tiers. La science-fiction est un tiers culturel qui porte en elle-même un pont entre des futurs possibles et le présent et offre des ressources de réflexion, des solutions et des sources de décision éthiques. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup.